Le régime nazi a émergé en Europe durant une période de crise politique, sociale et économique et a transformé l'Allemagne en une machine de contrôle totalitaire. Sous la direction d'Adolf Hitler, le Troisième Reich a combiné idéologie raciste, militarisme et propagande pour consolider un pouvoir qui s'est étendu au-delà des frontières. La Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement signifié des affrontements belliques d'une ampleur inédite, mais aussi l'application systématique de politiques d'extermination et de répression. Des millions de personnes ont été persécutées pour leur origine, leur religion ou leurs conditions, victimes d'un appareil d'État qui a fait de la violence la norme et de la cruauté la procédure bureaucratique. Le nazisme a montré jusqu'où pouvait aller la combinaison du fanatisme idéologique et de l'organisation moderne. Son legs immédiat fut la dévastation d'une grande partie de l'Europe et la révélation d'une machinerie de mort qui opérait à de multiples niveaux. Camps de concentration, confiscation de biens, déportation massive et exécutions planifiées. Derrière la surface militaire et politique sont restés cachés des secrets, des traces et des objets qui, des décennies plus tard, émergent encore dans différents lieux. Quelles ont été quelques-unes de ces traces qui, cachées pendant si longtemps, ont réussi à refaire surface et à révéler de nouvelles dimensions de ce régime ? Les corps sous le plancher de Göring. Durant des travaux d'excavation réalisés en hiver à l'intérieur d'une ancienne bâtisse située dans le complexe militaire connu sous le nom du repère du loup, Wolfschanze, une équipe de volontaires a localisé des restes humains sous le sol qui appartenaient autrefois à la résidence d'Hermann Göring. La découverte a eu lieu près de la localité de Kętrzyn, dans le nord-est de la Pologne, à l'intérieur de la zone boisée où fonctionna l'un des centres de commandement les plus protégés du régime nazi durant la guerre sur le front oriental. La recherche faisait partie d'une activité archéologique légalement autorisée, dirigée par une fondation expérimentée dans la localisation d'objets historiques. Le responsable de la fouille, en enlevant une couche superficielle du terrain, a cru avoir trouvé une ancienne canalisation métallique. Après avoir nettoyé la zone, il a été confirmé qu'il s'agissait d'un crâne humain. La découverte a activé le protocole policier et a conduit à une inspection médico-légale plus détaillée du lieu. Les autorités, en continuant de retirer la terre, ont découvert 4 autres squelettes situés sur une ligne droite, tous à faible profondeur. Parmi les restes ont été identifiés 3 adultes, un mineur adolescent et un nouveau-né. Aucun ne présentait d'objet personnel, ni de signes de vêtements. Les ossements étaient incomplets. 4 des corps étaient complètement dépourvus d'extrémités aux mains et aux pieds. L'un d'eux conservait une partie des doigts de pied. Les conditions de l'environnement indiquaient que les squelettes étaient-ils restés enterrés à quelques centimètres de canalisation datant des années 40. L'hypothèse initiale soutient que ces personnes ont été ensevelies avant l'occupation de la maison par le haut commandement nazi, car si elles avaient été là pendant les travaux, elles auraient été détectées par les ouvriers. Cependant, il n'existe aucun signe visible de violence ni d'éléments concluants sur la cause de la mort. Une fois les restes récupérés, les spécialistes chargés de l'analyse ont confirmé qu'ils se trouvaient dans un état de détérioration qui empêchait d'obtenir des résultats certains sur les circonstances du décès. L'équipe médicale a signalé que les ossements pourraient correspondre à la période de l'entre-deux-guerres, comprise entre 1918 et 1939. En raison de l'ancienneté et du manque de preuves concrètes, l'enquête judiciaire a été clôturée faute d'indices de crimes contemporains. Plusieurs experts et historiens ont avancé différentes théories sur la provenance des restes. L'une des propositions est qu'il s'agisse de travailleurs forcés utilisés dans la construction des installations militaires. Une autre suggère qu'ils pourraient avoir été des victimes civiles aux mains de l'armée rouge lors de son avancée en 1944, quand des actions violentes ont été signalées dans la région. Cependant, la présence d'un nouveau-né parmi les corps complique cette possibilité. L'idée que les sépultures correspondent à une famille entière décédée pour des causes inconnues, possiblement même avant la construction elle-même, a également été envisagée. Pendant la révision de la zone, les archéologues ont trouvé plusieurs fragments de bélemnite, fossiles naturels présents dans la région. Ces éléments, de forme allongée, étaient considérés dans les temps anciens comme des amulettes ou des pierres associées à des phénomènes surnaturels, bien que dans ce cas, aucun autre type d'objet rituel n'ait été trouvé.
Malgré cela, des spéculations sur d'éventuelles pratiques ésotériques ont surgi, bien que les chercheurs eux-mêmes aient écarté l'idée qu'il y ait des preuves solides de cérémonies ou de croyances païennes dans ce contexte particulier. Le repère du loup fut construit en 1940 comme quartier général stratégique du haut commandement nazi pour coordonner l'invasion de l'Europe de l'Est. Pendant son fonctionnement, le lieu a hébergé les figures les plus importantes du régime, parmi lesquelles Hitler, Göring, Keitel et Bormann. Le site était composé de près de 200 structures, incluant des bunkers renforcés, des zones d'hébergement, une centrale électrique et une petite voie ferrée d'embranchement. À son apogée, plus de 2000 personnes opéraient depuis ce centre de commandement. Après l'échec de la tentative de régicide en 1944, connue sous le nom d'opération Walkyrie, et l'effondrement ultérieur du front de l'Est, les troupes nazies ont détruit une partie du complexe avant leur retraite. Pendant des décennies, la zone est restée sans intervention archéologique approfondie, ce qui pourrait expliquer l'apparition tardive de découvertes comme celle de ces restes humains. L'équipe responsable de la découverte a communiqué qu'elle réalisera des études supplémentaires, comme des analyses au carbone, pour estimer avec plus de précision la date du décès. Il est également envisagé de réaliser des tests plus avancés qui aideront à déterminer si les 5 corps partageaient des liens familiaux ou des contextes communs. Pour l'instant, les circonstances exactes de la sépulture restent ouvertes à interprétation, sans conclusion définitive sur le motif de l'enterrement, ni sur son lien avec l'histoire militaire du lieu. Avec cette découverte, le repère du loup ajoute un autre élément énigmatique à son histoire. Bien qu'il soit aujourd'hui visité comme site historique, de nombreuses zones n'ont pas été examinées à fond, et ce cas démontre qu'il existe encore des éléments du passé non révélés. Le cas des corps sans extrémité trouvés sous l'ancienne maison de Göring est, jusqu'à présent, l'un des plus déconcertants. Armes et reliques nazies, sous un toit de Kilm. En novembre de l'année 2024, les autorités argentines ont mené l'une des opérations les plus marquantes des dernières décennies contre l'héritage clandestin du nazisme en Amérique latine. Dans une résidence de classe moyenne de la localité de Quilmes, au sud de la vaste ceinture métropolitaine de Buenos Aires, la police fédérale a découvert une collection inquiétante. Plus de 60 armes à feu, des pièces de propagande du Troisième Reich et des vêtements militaires propres au régime d'Adolf Hitler. Tout cela était stocké avec une dévotion méticuleuse par un seul individu, désormais arrêté, qui accumulait depuis des années des reliques d'une idéologie vaincue sur les champs de bataille, mais pas complètement éteinte dans certains coins du monde. Les agents sont arrivés au domicile après avoir reçu une alerte de coopération internationale. La police fédérale de Bosnie-Herzégovine avait signalé le sujet après son récent passage en Europe de l'Est. Dans leur enquête sur les réseaux d'extrémisme transnational, le nom de l'Argentin a émergé lié à des échanges suspects d'armement historiques. C'est cette piste, ajoutée à un mandat judiciaire, qui a permis l'entrée des forces de sécurité dans la propriété et la découverte d'un ensemble d'éléments dont le symbolisme transcende le pénal et frôle l'idéologique. L'inventaire saisi est vaste. Parmi les pièces les plus remarquables figurent 43 fusils anciens avec des inscriptions de l'aigle impérial nazi, 15 pistolets de divers calibres, 5 lames de combat affûtées et une mitrailleuse de fabrication européenne qui, malgré son ancienneté, conservait des pièces originales. Toutes les armes étaient en état de fonctionnement ou restaurées avec précision, comme si elles étaient prêtes à être exposées ou utilisées. Cependant, le contenu de la découverte ne se limitait pas aux objets de guerre. Ont également été trouvés des étendards du Troisième Reich, des drapeaux brodés de la croix gammée, des sculptures représentant le dictateur allemand, des casques militaires avec des insignes originaux et des uniformes complets d'usage cérémoniel de l'armée nazie. Certains des bustes de Hitler présentaient des marques qui témoignaient de leur conservation comme objet de culte. La demeure fonctionnait comme une sorte de sanctuaire secret, où un hommage était rendu à un passé qui, dans une grande partie du monde, est aujourd'hui un symbole de barbarie et de génocide. Pour garantir le traitement adéquat des pièces, l'opération a bénéficié de la participation du musée de l'Holocauste de Buenos Aires, dont les experts ont documenté le matériel et collaboré à l'identification d'éléments ayant une possible valeur historique. L'intervention a été menée sous la protection de la loi nationale contre la discrimination, une réglementation qui permet de saisir des objets liés à la promotion d'idéologies de haine. La nouvelle a généré un écho immédiat dans l'opinion publique argentine et internationale.
L'histoire du nazisme en Argentine n'est pas nouvelle, mais chaque nouvel épisode la réactive avec intensité. Après la chute du Troisième Reich, de nombreuses figures liées à la machine d'extermination ont réussi à s'échapper d'Europe par des routes clandestines. L'Argentine, sous la présidence de Juan Domingo Perón, est devenue l'une des destinations de prédilection pour ces fugitifs, protégés par la neutralité ambiguë du pays pendant la guerre et par des réseaux de sympathisants internes. Parmi les noms les plus infâmes figure Adolf Eichmann, l'un des principaux architectes de la solution finale, qui a vécu pendant des années sous une fausse identité à Buenos Aires jusqu'à être capturé par des agents du Mossad en 1960. Son cas, bien qu'emblématique, n'a été qu'un parmi des dizaines. Des documents déclassifiés et des études comme celle du Centre d'études sur l'Holocauste en Amérique latine ont détaillé comment le pays austral a servi de refuge et de point de réorganisation pour de nombreux ex-fonctionnaires du régime nazi. La récente découverte à Quilmes ne représente pas un fait isolé, mais fait partie d'une séquence qui a inclus des cas similaires au cours des dernières décennies. Le plus mémorable a eu lieu en 2017, lorsqu'une habitation du quartier de Béccar a révélé plus de 80 objets originaux du nazisme, dont beaucoup étaient en excellent état et avaient une valeur marchande dans les cercles clandestins de collectionneurs. Parmi les articles figuraient des instruments médicaux similaires à ceux utilisés dans les camps de concentration, un fait qui a généré une forte controverse médiatique et une réprobation institutionnelle. Cette fois, en plus de l'impact de l'armement, la quantité et l'organisation du matériel saisi attira l'attention. Il ne s'agissait pas de quelques reliques éparses acquises par nostalgie ou par morbidité, mais d'un ensemble systématisé, soigneusement conservé et exposé dans des vitrines et sur des étagères, comme faisant partie d'un discours visuel. La police n'écarte pas que le détenu soit lié à des réseaux numériques qui promeuvent des idéologies néo-nazies ou qu'il ait servi de fournisseur pour des acheteurs à l'étranger, en particulier en Europe de l'Est. Le contexte mondial actuel n'aide pas à minimiser ces craintes. Dans plusieurs pays européens, l'extrémisme de droite a ressurgi avec force, dans certains cas avec une représentation parlementaire. Des groupes organisés rendent hommage aux symboles du nazisme, avec des discours révisionnistes qui cherchent à nier l'Holocauste ou à justifier les actions du régime. Dans ce scénario, la découverte argentine rappelle que la lutte contre ces courants n'est pas seulement une question européenne, mais une tâche partagée à l'échelle mondiale. Les autorités ont confirmé que les armes feront l'objet d'expertises pour écarter leur utilisation dans des délits récents, tandis que les objets symboliques seront transférés à des institutions spécialisées dans leur conservation et leur analyse. La justice devra déterminer si l'accusé fera face à des chefs d'inculpation pour possession illégale d'armes, apologie de crimes ou violation de la loi contre la discrimination, entre autres possibles accusations. En parallèle, le débat sur la nécessité de contrôler plus sévèrement le marché noir des objets historiques liés au nazisme a été rouvert. Bien que l'Argentine ait progressé en matière de législation à ce sujet, la facilité avec laquelle certains individus accèdent à ce type de pièces montre que des vides juridiques ou des zones grises persistent. L'achat-vente de mémorabilia nazi, bien qu'interdite dans de nombreux pays, reste une activité rentable sur des canaux alternatifs, des enchères en ligne aux foires d'antiquités. L'épisode de Quilmes a également eu des conséquences éducatives. Divers collèges et universités ont lancé des campagnes pour rappeler la véritable signification des symboles nazis et la nécessité de maintenir vivante la mémoire de l'Holocauste. Le musée de l'Holocauste a renforcé ses programmes scolaires et ses visites guidées, rappelant que chaque fois qu'un symbole nazi apparaît en dehors d'un contexte pédagogique, une porte s'ouvre au négationnisme et à la banalisation de l'horreur. En définitive, ce qui s'est produit ne se rapporte pas seulement à une opération policière, mais à un avertissement historique. Le nazisme ne survit pas uniquement dans les livres, les films ou les musées. Il persiste également, caché dans des garages de banlieue, dans des groupes de discussion cryptés, chez des collectionneurs obsédés, et parfois dans l'indifférence de ceux qui préfèrent ne pas regarder. La descente à Quilmes a révélé plus que des armes et des drapeaux. Elle a exposé une blessure latente qui, si elle n'est pas traitée avec fermeté, peut de nouveau infecter la mémoire collective. Alto C, la capsule souterraine du pillage nazi. Durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, alors que le Troisième Reich commençait à s'effondrer, les troupes alliées ont découvert l'un des dépôts d'art pillés les plus étendus d'Europe.
La découverte a eu lieu au cœur de l'Autriche, à l'intérieur de la mine de sel d'Altosee, un vaste réseau souterrain excavé dans la montagne qui offrait des conditions idéales de température et d'humidité pour conserver des objets délicats. Là, le régime nazi avait caché plus de 6500 œuvres provenant de musées et de collections privées de différents pays. Des peintures de Vermeer, Rembrandt, Jan van Eyck, ainsi que des sculptures médiévales, des tapisseries, du mobilier religieux et des bibliothèques complètes avaient été soigneusement stockées sous terre. L'objectif de Hitler était d'utiliser beaucoup de ces pièces pour créer un musée monumental à Linz, qui symboliserait l'hégémonie culturelle du Reich. Cependant, avec la défaite à l'horizon, les SS ont reçu l'ordre direct de détruire tout le contenu de la cachette avant de le livrer. C'est alors que des mineurs locaux, informés de la menace, ont saboté l'installation des explosifs à l'intérieur des galeries. Grâce à leur intervention, les œuvres sont restées saines et sauves, jusqu'à ce que les Alliés parviennent à accéder au lieu en mai de 1945. L'emplacement n'a pas été découvert immédiatement. Des rapports et des documents capturés ont guidé les forces alliées d'abord vers d'autres sites mineurs, châteaux et monastères utilisés comme dépôts. Mais c'est à Altaussee que la plus grande concentration d'objets artistiques a été trouvée. L'entrée de la mine était partiellement murée et à peine gardée par des soldats en retraite. En entrant, les soldats sont tombés sur des couloirs entiers remplis de caisses étiquetées, certaines ouvertes, laissant apercevoir des toiles roulées, des cadres dorés, des sculptures enveloppées dans des couvertures et des documents parfaitement classifiés. Parmi les pièces remarquables figurait une copie en relief de la scène de Leonardo da Vinci et la sculpture de la Vierge de Bruges, attribuée à Michel-Ange. Les panneaux originaux de l'hôtel de Gand sont également apparus, ainsi que des matériaux d'archives appartenant à des institutions françaises et belges. La richesse et la diversité du contenu ont surpris même les experts qui accompagnaient la mission. L'opération de récupération fut complexe et s'étendit sur des semaines. Certains couloirs se trouvaient à plusieurs kilomètres de l'entrée, ce qui a obligé à utiliser des trains miniers et des machines spéciales pour mobiliser les charges les plus lourdes. Retables, statues et meubles ont dû être démontés et emballés par parties. Pendant ce temps, une équipe composée d'historiens de l'art, de restaurateurs et d'officiers militaires, les appelés Monuments Men, s'est chargée de photographier, d'enregistrer et de protéger chaque pièce avec des critères techniques rigoureux. Ce groupe, créé à l'initiative des Alliés pour sauver le patrimoine culturel européen pillé, a joué un rôle clé dans le processus. En plus de la catalogation, ils ont évalué l'état de conservation de chaque objet et ont commencé à organiser son retour au pays d'origine. La documentation récupérée sur place incluait des inventaires détaillés, des estimations de valeur, des cartes de pillage et des registres de provenance, ce qui a énormément facilité la tâche de restitution. En termes logistiques, l'opération a représenté un défi majeur. Les conditions souterraines exigeaient une prudence extrême pour éviter d'endommager les œuvres. Certains objets, bien qu'ayant été bien stockés, présentaient de légers signes de détérioration dus au temps. Malgré tout, le bilan fut remarquable. La majorité des pièces se conservaient en état optimal, grâce à la protection naturelle qu'offrait la mine. Avec le temps, la découverte d'Altosee est devenue un symbole du succès de la mission de récupération culturelle entreprise par les Alliés. La quantité et la valeur des œuvres sauvées ont dépassé toutes les prévisions initiales et ont mis en évidence l'échelle systématique du pillage nazi. Cet épisode a également révélé le degré de planification derrière le vol, ainsi que l'intention politique d'utiliser l'art comme vecteur de propagande idéologique. Des décennies plus tard, le site a été aménagé pour des visites guidées. Une partie de la mine est conservée comme musée thématique où sont recréées des scènes de la découverte et sont expliquées les stratégies utilisées à la fois pour cacher et pour sauver les œuvres. Des documentaires, des livres et des films ont repris l'épisode, bien que le témoignage des protagonistes, des mineurs aux spécialistes de l'art, reste la source la plus précieuse pour comprendre ce qui s'y est passé. Plus de 70 ans après la découverte, le cas d'Altosee continue d'être l'un des exemples les plus clairs de la manière dont le patrimoine culturel européen a été menacé pendant le conflit. Il démontre également comment une combinaison de volonté civile, de connaissances techniques et d'actions militaires a réussi à préserver une partie essentielle de l'histoire artistique de l'Occident. La cité souterraine incomplète des SS. Au cœur des montagnes d'Owl,
dans le sud-ouest de la Pologne, se trouve l'un des systèmes souterrains les plus énigmatiques de la période nazie. Sous une surface boisée qui semble aujourd'hui insignifiante, s'étend un vaste réseau de tunnels inachevés qui, pendant des décennies, a alimenté les théories, les fouilles non autorisées et les missions officielles sans résolution définitive. Le complexe, connu sous le nom de projet Riese, a commencé en 1943 sur ordre des SS et depuis lors est resté enveloppé de secrets. Contrairement aux bunkers ou aux bases militaires conventionnelles, ces structures n'ont pas de but confirmé. Leur taille, leur profondeur et leurs caractéristiques indiquent qu'elles ont été conçues pour quelque chose de beaucoup plus ambitieux que de simples abris. Le plus déconcertant est que la découverte, bien que partielle, continue de s'étendre avec le temps. Les premiers indices sérieux du projet ont émergé après l'occupation soviétique de la Basse-Silésie en 1945. Des soldats de l'armée rouge, patrouillant dans les environs de Wodars et Ossowka, ont commencé à signaler des tunnels taillés dans la roche, des accès camouflés et des entrées bloquées par des éboulements contrôlés. Dans certains cas, les galeries apparaissaient connectées à des habitations rurales abandonnées ou à des fermes d'apparence inoffensive. Avec le temps, les autorités locales ont tenté de sceller les accès pour des raisons de sécurité, mais le flux constant d'explorateurs, d'archéologues et de chasseurs de trésors a empêché leur isolement complet. La découverte la plus importante fut un ensemble de tunnels en béton armés avec des entrées symétriques, des sols renforcés et des conduits de ventilation, tout construit à grande échelle. Ce n'étaient ni des mines ni de simples refuges, tout indiquait qu'il s'agissait d'une installation conçue pour une fonction complexe et prolongée. La conception des galeries soulève encore aujourd'hui des questions sans réponse. Certaines s'étendent en ligne droite sur plus d'1 kilomètre, avec des bifurcations régulières, des salles latérales et des plafonds suffisamment hauts pour permettre le passage de véhicules. Dans d'autres tronçons, l'ouvrage apparaît abandonné brusquement, avec des outils laissés sur place, des murs à moitié renforcés et des escaliers en béton qui descendent vers des niveaux inférieurs inondés. Le schéma suggère un ouvrage interrompu en pleine exécution et de manière urgente. Malgré les décennies écoulées, le béton reste intact et les passages sont toujours stables. Tout indique que le projet a été construit avec un standard technique inhabituellement élevé pour un environnement aussi éloigné. Les archives capturées après la guerre par les forces soviétiques puis par le gouvernement polonais confirment que le projet Riese faisait partie d'une initiative secrète des SS, avec des liens directs avec la chancellerie du Reich. Cependant, les documents disponibles ne font référence qu'aux phases logistiques, aux volumes de béton, aux attributions de main-d'œuvre et aux dates d'exécution. Dans aucun cas, la fonction finale du complexe n'est mentionnée. En parallèle, la participation directe de l'organisation Todt, chargée des infrastructures stratégiques nazies, et du département de la construction des SS a été confirmée. L'absence de plan complet, d'objectifs déclarés ou de rapports finaux renforce l'idée que ce qui était construit là avait une importance hors du commun et était destiné à être dissimulé même des registres internes. L'un des aspects les plus troublants de la découverte est lié à la main-d'œuvre employée pour sa construction. Les tunnels ont été excavés par des prisonniers de camps de concentration, en particulier du camp de Gross-Rosen. Des témoignages de survivants recueillis des décennies plus tard mentionnent des conditions brutales, des journées de travail de plus de 16 heures, un manque d'alimentation adéquate et l'utilisation systématique de la punition physique. Les travailleurs étaient transportés de nuit, logés dans des baraquements temporaires sous surveillance constante, et il ne leur était jamais permis de sortir du périmètre du projet. Les corps de beaucoup d'entre eux, décédés par épuisement, maladie ou accident, ont été enterrés dans des fosses anonymes, proches ou scellés dans les tunnels même. La découverte de restes osseux dans des passages effondrés renforce cette version. L'hypothèse qu'il s'agissait d'une usine souterraine d'armement avancé a été largement débattue. La région de Silésie était bien desservie et disposait de ressources techniques pour soutenir une production militaire décentralisée. Certaines théories suggèrent que dans ces tunnels, il était prévu d'assembler des moteurs de fusées, des prototypes d'avions ou même des armes nucléaires. Cependant, jusqu'à présent, aucun reste de machinerie, de dépôt technique ou de résidus chimiques n'a été trouvé pour confirmer cette version. D'autres conjectures proposent qu'il s'agissait d'un centre de commandement alternatif pour Hitler et le sommet du Reich, une sorte de quartier général autosuffisant pour continuer la guerre depuis l'ombre.
Cette ligne d'interprétation se base sur la dimension monumentale de certaines chambres qui semblent conçues pour abriter des bureaux, des salles de réunion et des communications. La découverte la plus étrange s'est produite dans la galerie d'Ozoka en 2011, lorsqu'une équipe polonaise a découvert une enceinte cachée derrière un mur artificiel. On y a trouvé des uniformes intacts des SS, des cartes de tunnels non cataloguées et des objets à caractère cérémoniel, y compris des étendards brodés et une copie du livre de Himmler sur l'histoire germanique. L'enceinte, scellée avec une précision millimétrique, semblait être un sanctuaire symbolique ou une chambre de contrôle. Malgré les analyses effectuées, aucun document technique ni référence claire à la fonction opérationnelle du lieu n'a été trouvé. Depuis lors, cette découverte est considérée comme l'un des éléments les plus inexplicables de l'ensemble et a été classée par les autorités comme patrimoine protégé, bien que d'accès restreint au public. Plusieurs tentatives d'exploration professionnelle ont été interrompues par des effondrements, des filtrations d'eau ou l'apparition de gaz. Dans d'autres cas, les études ont été entravées par des mouvements de terrain qui ont altéré les galeries originales. Certains experts croient que de nombreuses sections du projet Ries restent inexplorées et qu'elles pourraient être scellées après des détonations contrôlées réalisées par les SS eux-mêmes dans les derniers jours de la guerre. Cette théorie se base sur des explosions documentées par les soviétiques en avril de 1945, enregistrées dans les montagnes d'Oul, sans origine militaire évidente. Bien que certains tunnels aient été aménagés pour le tourisme historique, la majeure partie du système demeure inaccessible. Le manque de registres, ajouté à la complexité technique de l'ensemble, a alimenté les spéculations pendant des décennies. Des chercheurs indépendants ont soulevé des hypothèses allant d'expériences avec l'énergie avancée à des plateformes de transport ultra-secrètes. Cependant, aucune de ces idées n'a été corroborée par des découvertes matérielles. Ce qui est certain, c'est que, à la différence d'autres projets souterrains nazis, celui-ci manque de contexte opérationnel, ce qui en fait une anomalie. Alors que d'autres refuges ou usines ont une logique stratégique claire, les tunnels de Ries semblent conçus pour une étape qui n'a jamais été exécutée. La découverte demeure comme un puzzle sans cadre, dont le contenu ne peut être déduit que par fragments. Les autorités polonaises ont tenté de conserver et d'étudier le site avec le soutien d'institutions internationales. Certains tronçons ont été scannés avec un radar à pénétration de sol et d'autres méthodes non invasives. Ces inspections ont révélé des chambres non encore ouvertes, des couloirs qui s'étendent sous des zones non documentées et de possibles accès verticaux bouchés depuis l'intérieur. La topographie du lieu rend difficile l'utilisation de machinerie lourde, ce qui oblige à avancer lentement. De plus, la protection légale du lieu empêche les fouilles à des fins commerciales ou sensationnalistes. En conséquence, la découverte continue de se développer au compte-gouttes. Aujourd'hui, le complexe de Ries s'est transformé en un centre d'intérêt historique, avec des visites guidées dans certains passages sécurisés et une couverture muséographique partielle. Cependant, les questions restent sans réponse. Pourquoi ces galeries ont-elles été construites? Pourquoi l'ouvrage a-t-il été arrêté de manière abrupte? Quelle partie demeure encore cachée sous les montagnes? Ce qui a commencé comme une rumeur parmi des soldats en retraite est devenu l'une des découvertes les plus déconcertantes de l'héritage souterrain nazi. L'ampleur du système, la qualité de sa construction et l'absence totale de finalité vérifiée le placent dans un lieu unique parmi les découvertes du Troisième Reich. Une arrière-cour minée de secrets, scellée avec du béton et enterrée dans l'ambiguïté. V2 dans l'ombre, l'usine souterraine de Dora Mittelbau. En avril de 1945, des unités de la 3e armée américaine pénétrèrent dans la région montagneuse de Thuringe, au cœur de l'Allemagne, et arrivèrent aux alentours de Nordhausen. Durant leur avancée, elles découvrirent un vaste complexe souterrain caché à l'intérieur du massif de Konstein, un réseau de tunnels utilisé comme centre de production actif de fusées V2. La découverte se produisit lorsque les troupes accédèrent au système Mittelwerk, où elles trouvèrent des lignes d'assemblage, des machines de précision, des wagons avec des pièces non montées et de la documentation technique. C'était une installation intacte, récemment évacuée, qui était encore opérationnelle quelques jours auparavant. La découverte fut inattendue. Bien que les Alliés connaissaient les bombardements de fusées V2, ils ignoraient que la fabrication avait été transférée sous terre.
Le système de tunnels A et B du Konstein abritait une infrastructure industrielle complète. Des systèmes de ventilation, des plateformes mobiles, des rails avec des traces de rouille récentes et des zones d'assemblage conçues pour produire des missiles balistiques dans des conditions de sécurité maximales. Ce qui fut trouvé révélait un degré de sophistication technique supérieur à celui estimé par le renseignement militaire. Un des aspects les plus pertinents fut le volume et l'état du matériel présent. Les soldats ont trouvé des fusées assemblées prêtes à être expédiées, des plateformes de transport préparées et des registres détaillés avec des chronogrammes de production et de livraison. Toute la documentation récupérée a démontré que le complexe avait maintenu son activité pratiquement jusqu'à l'arrivée des troupes. L'endroit n'était ni abandonné ni de valeur symbolique, il fonctionnait comme un centre de production actif en plein rendement. Les archives incluaient des plans du système, des listes de personnel technique et des communications avec le centre de développement de Peenemünde. Ces données ont confirmé la connexion directe entre les deux installations et montraient que Mittelbau faisait partie essentielle du programme d'armement nazi. Parmi les documents se trouvaient également des références à la planification de nouvelles galeries, ce qui indiquait que le régime espérait étendre la production souterraine d'armes. Les conditions de travail étaient brutales. Dans la section du complexe, liée au camp de concentration de Mittelbau-Dora, les troupes ont découvert des preuves claires d'exploitation forcée, zones de confinement, outils improvisés, restes humains et objets personnels de prisonniers. Les enquêtes ultérieures ont révélé que des milliers de détenus avaient été forcés de travailler des journées exténuantes dans des conditions insalubres et sans accès de base à la nourriture ni à l'hygiène. Les ingénieurs militaires chargés d'inspecter le lieu ont confirmé que la production était organisée par phase. Certaines galeries abritaient l'assemblage de moteurs, d'autres zones servaient d'entrepôts de carburant, et il y avait des zones dédiées aux tests de qualité et au stockage temporaire. La précision du système était remarquable, et tout avait été disposé pour fonctionner comme un engrenage continu sans contact avec la surface. La découverte fut classée comme prioritaire par le haut commandement américain. Une opération fut organisée pour transférer le matériel récupérable et sécuriser les documents les plus pertinents. Pendant plusieurs semaines, des trains militaires ont transporté des pièces, des plans et des machines vers des zones sous contrôle allié. Une partie de cette technologie serait utilisée plus tard dans des programmes militaires et spatiaux. Après l'analyse technique, il fut découvert que le complexe ne produisait pas seulement des fusées V2. Certains laboratoires montraient des travaux expérimentaux sur des carburants liquides avancés, des stabilisateurs pour missiles et des systèmes de guidage autonomes. Le niveau de développement impliquait une intention claire de prolonger le conflit avec un armement de nouvelle génération, protégé du bombardement aérien. Au total, il fut estimé que plus de 2000 fusées furent fabriquées dans ce complexe entre 1944 et 1945. Bien qu'une partie du système de tunnels ait été détruite après la guerre, plusieurs segments sont restés intacts et certains ont été transformés en espaces de mémoire historique. Des décennies plus tard, des explorations archéologiques ont trouvé de nouveaux restes techniques qui ont aidé à reconstruire les processus de fabrication. La découverte du complexe Mittelbau ne fut pas simplement une trouvaille de matériel militaire, mais une révélation stratégique qui changea la perception de la capacité technologique nazie. Il fut mis en évidence que le régime avait réussi à développer une opération industrielle cachée de grande ampleur, capable de soutenir la production d'armes complexes dans des environnements souterrains. Cette révélation a renforcé la course pour capturer les ingénieurs responsables, dont beaucoup seraient intégrés dans des projets spatiaux des puissances victorieuses. Mittelbau symbolise la convergence entre technologie avancée et exploitation humaine dans le contexte extrême de la guerre. La montagne de Konstein, qui abritait ce centre de production, reste l'un des enclaves les plus marquantes de l'effort de guerre clandestin nazi, documenté par des photographies, des plans et des témoignages directs. Ce fut une découverte réelle, unique et opérationnelle, une preuve tangible de la portée atteinte par la machinerie technique du Troisième Reich. L'imprimerie de la tromperie, l'atelier de falsification nazi découvert dans un camp de concentration. Durant les dernières années du Troisième Reich, alors que les bombes alliées tombaient sur Berlin et que le front de l'Est s'effondrait, l'une des unités les plus insolites du régime nazi opérait au plus profond du camp de concentration de Sachsenhausen,
Isolé du reste du camp, dans une baraque ordinaire, se cachait un atelier secret où des prisonniers juifs hautement spécialisés produisaient chaque jour des milliers de livres sterling contrefaits. C'était l'opération Bernard, le plan clandestin de falsification monétaire le plus ambitieux de l'histoire moderne et l'une des découvertes les plus extraordinaires à la fin de la guerre. L'opération a commencé sous un autre nom, Andreas, en 1939. Dans cette phase initiale, l'objectif était d'analyser en profondeur la structure des billets britanniques, type de papier, composition, filigrane, système de numérotation, encre et technique d'impression. Le résultat fut si précis que, lors d'un test clandestin, un agent allemand voyagea en Suisse avec plusieurs faux billets cachés dans ses bagages. Examinés par des banques suisses, ils furent considérés comme authentiques. Cette validation donna le feu vert à la phase suivante, la production de masse. La SS installa une imprimerie complète à l'intérieur de Sachsenhausen. Le Sturmbannführer Bernhard Krüger, un officier du service de renseignement du Reich, était responsable et il sélectionna 142 prisonniers ayant de l'expérience en typographie, conception graphique, chimie et art graphique. Tous étaient juifs, isolés dans des conditions légèrement meilleures que les autres. Lits individuels, vêtements civils et quelques privilèges minimes. Mais la menace était constante. La moindre erreur, une maladie ou la fermeture du projet impliquait une mort certaine. Depuis 1942, la production est devenue industrielle. Par équipe continue, les prisonniers imprimaient des billets britanniques d'une qualité si élevée que même les banques de Londres ne pouvaient les distinguer. Le montant total fabriqué s'est élevé à plus de 134 millions de livres, l'équivalent de milliards actuels. L'objectif initial était de les larguer en parachute au-dessus du territoire britannique, générant ainsi l'inflation et la déstabilisation économique. Bien que cette phase n'ait jamais été exécutée, l'argent fut utilisé par le renseignement allemand pour acheter des matériaux stratégiques et financer des opérations à l'étranger. Le plus insolite fut que tout cela se déroulait à l'intérieur d'un camp de concentration, sous de strictes mesures de secret. Aucun autre prisonnier ne connaissait l'existence de l'atelier. Les SS cachaient les billets dans des caisses scellées qui étaient ensuite transportées hors du camp vers les bureaux du renseignement nazi en Italie et en Autriche. La découverte a eu lieu dans les derniers mois de la guerre. À mesure que les troupes alliées avançaient en Allemagne, le commandement de Sachsenhausen a évacué les faussaires d'abord vers Mauthausen, puis vers un petit camp souterrain à Redelsipf, où l'objectif était de reprendre l'impression, cette fois de dollars américains. Une seule face des billets de 100 $ a pu être imprimée avant que l'opération ne soit avortée. Butés à la fin de la guerre, il était prévu de les exterminer tous pour effacer toute trace. Cependant, pendant la dernière phase du transfert vers Ebensee, le camion est tombé en panne et le groupe a dû arriver à pied. Dans cet intervalle, les 2 premiers groupes ont été libérés par les troupes américaines, ce qui a également sauvé le reste. Aucun des faussaires n'est mort. Des décennies plus tard, des plongeurs ont trouvé au fond du lac Toplitz, près d'Ebensee, des milliers de faux billets intacts. Apparemment, les SS avaient tenté de se débarrasser des excédents en voyant la reddition imminente. La découverte a confirmé l'ampleur de l'opération et a mis en évidence l'obsession nazie de détruire ses ennemis par des méthodes aussi symboliques qu'efficaces. L'histoire a été confirmée par l'un des prisonniers survivants, Adolf Burger, qui a publié des mémoires détaillées en plusieurs langues. Elle fut également le sujet d'enquêtes officielles de la Banque d'Angleterre, qui fut contrainte de retirer tous les billets de haute dénomination pendant des décennies. Même aujourd'hui, certains exemplaires continuent d'apparaître dans des collections privées ou des transactions douteuses, ce qui démontre la qualité de la tromperie. La découverte de l'atelier à Sachsenhausen et plus tard les restes de billets à Toplitz ont révélé une facette inattendue de la machinerie nazie. Ils ne se sont pas seulement consacrés à l'extermination, à l'occupation et au pillage, mais ont également développé des opérations sophistiquées de manipulation financière depuis les lieux les plus invraisemblables. Ce qui ressemblait à une simple baraque de plus, entre la boue et les barbelés du camp, était en réalité une usine clandestine de fausses monnaies, opérée avec une précision presque chirurgicale par les victimes du même système qui les condamnait. Aujourd'hui, dans le musée du camp de Sachsenhausen, est conservé un des faux billets récupérés. Le papier est identique à l'original. L'encre, à peine imperceptiblement différente. La numérotation, parfaitement logique.
Ce fragment silencieux de papier synthétise une opération monumentale qui est passée inaperçue pendant des années. Mais il résume aussi le niveau de sophistication avec lequel les nazis ont tenté de saper l'ennemi sans tirer un seul coup de feu. La cargaison empoisonnée du U-864. Durant les étapes finales de la Seconde Guerre mondiale, alors que le front européen s'effondrait, le Troisième Reich misait encore sur des alliances stratégiques en dehors du continent. L'une des missions les plus confidentielles fut baptisée Opération César. Son objectif, transporter de la technologie de pointe et des matériaux stratégiques de l'Allemagne vers le Japon, son dernier allié fonctionnel en Asie. Pour accomplir cette tâche, le sous-marin U-864 fut chargé de la mission dangereuse de traverser l'Atlantique jusqu'au Pacifique, rempli d'une cargaison mystérieuse qui, des décennies plus tard, provoquerait une alarme internationale. Le U-864 était un sous-marin de type 9D2, modifié pour le transport spécial. Il fut équipé de compartiments supplémentaires et de blindages renforcés pour supporter de longues traversées. En décembre de 1944, il quitta le port norvégien de Kiel en direction du Japon, transportant approximativement 65 tonnes métriques de mercure liquide stocké dans plus de 1800 conteneurs métalliques. En plus du mercure, il transportait des plans techniques, des composants de missiles et des moteurs d'avions allemands, ainsi que 2 ingénieurs nazis spécialisés en propulsion à réaction. La traversée du U-864 ne fut jamais achevée. Le 7 février de 1945, au large des côtes de Fedje, en Norvège, le sous-marin fut localisé et torpillé par le HMS Venturer, un sous-marin britannique qui avait reçu des renseignements préalables sur sa route. Ce fut un cas unique, la seule occasion documentée où un sous-marin submergé a réussi à en couler un autre, également submergé pendant la guerre. Le U-864 se brisa en deux et coula à plus de 150 mètres de profondeur, disparaissant avec son équipage complet et tout son contenu. Pendant des décennies, sa localisation exacte est restée inconnue. Cependant, au début du XXIe siècle, le gouvernement norvégien a lancé une enquête après avoir détecté des niveaux anormaux de mercure dans les sédiments marins près de l'île de Fedje. En l'an 2003, une équipe d'exploration marine a utilisé la technologie du sonar et des véhicules sous-marins sans pilote pour inspecter la zone. C'est alors que la découverte fut confirmée. Les restes du U-864 gisaient fracturés sur le fond marin, avec des centaines de cylindres de mercure encore visibles et certains filtrant déjà du contenu toxique dans l'environnement. La nouvelle a généré une alerte environnementale immédiate. Le mercure liquide, hautement contaminant, représentait une menace directe pour l'écosystème marin et les populations de pêche de la région. Bien qu'ils aient été scellés, beaucoup des récipients s'étaient corrodés avec le temps. Les autorités norvégiennes ont convoqué des experts en toxicologie marine, en archéologie subaquatique et en ingénierie environnementale pour évaluer les risques et planifier une intervention. Le dilemme était complexe. Toute tentative d'extraire les cylindres ou de déplacer les restes du sous-marin pourrait accélérer la filtration du mercure. D'autre part, les laisser au fond marin impliquait une menace latente qui pourrait s'aggraver avec les années. 2 alternatives principales furent débattues. Sceller les restes du sous-marin sous une couche de sédiments artificiels ou tenter une extraction complète des matériaux toxiques. L'affaire prit une notoriété internationale lorsque des documents historiques confirmant que la cargaison contenait du mercure, ainsi que des plans confidentiels d'armes expérimentales allemandes, y compris des développements dans les moteurs à réaction, et les ogives de missiles guidés furent divulgués. Le U-864 ne représentait pas uniquement un dépotoir toxique. Il fonctionnait aussi comme une capsule intacte du programme technologique militaire nazi, submergé dans les profondeurs pendant plus d'un demi-siècle. L'opération de scellement commença en l'an 2018 avec un budget multimillionnaire et sous la supervision directe du ministère de l'Environnement de Norvège. Une cloche de confinement sous-marine fut construite pour recouvrir complètement la coque brisée du sous-marin et les cylindres éparpillés. Plus de 100 000 tonnes de roches concassées et de gravier marin furent utilisées pour créer une tombe scellée sur l'épave. La zone fut déclarée d'accès restreint, surveillée en permanence par des capteurs de filtration et des drones aquatiques. Cependant, les implications géopolitiques de la découverte ne passèrent pas inaperçues. Le Japon, étant le destinataire supposé du matériel,
reconnut officiellement l'existence de contacts secrets avec Berlin pendant la guerre, bien qu'il ait nié avoir connaissance de l'opération exacte. La communauté scientifique exprima son inquiétude quant aux effets à long terme des métaux lourds accumulés sur le fond marin, en particulier sur les espèces migratrices. En parallèle, des équipes d'historiens et d'archivistes se sont consacrées à reconstruire l'histoire du U-864. À travers des lettres militaires, des journaux de bord partiels et des témoignages d'officiers de la Kriegsmarine, il fut découvert que le sous-marin était considéré comme l'un des projets prioritaires de l'amirauté allemande dans les derniers mois de la guerre. Les documents révélèrent qu'il existait des plans pour construire plus de navires jumeaux destinés à transporter la technologie allemande à travers le monde, comme dernier recours du Reich face à l'encerclement allié. Les analyses du lieu ont également permis d'identifier des fragments d'instruments de navigation, des pièces de radio chiffrées et des restes de machines de propulsion. Plusieurs des cylindres de mercure partiellement récupérés ont été conservés dans des installations spécialisées pour leur étude et leur traitement. Leur état de conservation a offert des informations cruciales sur les techniques de stockage chimique utilisées par le Troisième Reich. D'un point de vue historique, la découverte du U-864 a confirmé l'ampleur des réseaux logistiques nazis, leur portée transcontinentale et leur volonté de soutenir la guerre par des alliances et un commerce clandestin. Elle a également mis en évidence les liens de coopération technologique entre Berlin et Tokyo, même lorsque la guerre était pratiquement perdue. Actuellement, le site de la découverte reste fermé au public, bien que plusieurs documentaires aient été réalisés sur le sujet. Un petit musée à Fedje conserve une réplique du sous-marin et des pièces sauvées du fond marin. Dans son ensemble, l'épisode du U-864 est considéré comme l'une des découvertes les plus troublantes liées à l'héritage caché du nazisme, car il combine des éléments belliqueux, scientifiques et environnementaux dans une même enclave. Le sous-marin est toujours là, enfoui sous des tonnes de roches, comme la capsule d'une guerre qui a failli atteindre les confins de la planète. Son histoire, sauvée par des plongeurs, des capteurs et des archives déclassifiées, permet de comprendre à quel point le Reich a cherché à survivre en exportant son savoir-faire de guerre, même pendant que ses villes étaient réduites en ruines. Ce qui était resté piégé sous les eaux norvégiennes n'était pas seulement une cargaison toxique, mais le dernier souffle d'un régime qui n'acceptait pas la reddition. La croix gammée cachée qui a émergé sur un terrain de jeu. Dans le district de Billstedt, à l'est de Hambourg, des travaux d'agrandissement d'un terrain de sport ont mis au jour une relique inattendue du passé. L'objectif initial était de rénover les installations du club local et d'aménager de nouveaux vestiaires à côté du terrain de jeu. Mais pendant l'enlèvement du sol avec des machines lourdes, les ouvriers sont tombés sur une structure de béton qui a obligé à arrêter les travaux immédiatement. Ce n'était ni une canalisation ni une fondation commune. Il s'agissait d'une base massive en forme de croix gammée. Le bloc était enterré à environ 40 cm de profondeur et mesurait approximativement 4 mètres de côté. Sa forme était sans équivoque. Chaque aile du symbole dépassait d'une base centrale parfaitement symétrique. Le matériau était du béton armé et présentait des bords bien définis, comme s'il avait été moulé pour conserver la forme avec précision. Au fur et à mesure que les ouvriers retirèrent plus de terre, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un hasard structurel ni d'une simple dalle ancienne. Les responsables du projet ont alerté l'administration du district. Peu après, des représentants de l'Office de protection du patrimoine historique se sont rendus sur place pour évaluer la découverte. Lors de leurs premières inspections, ils ont déterminé que cette dalle faisait partie de la base d'un monument de la période nazie. Selon d'anciens membres du club sportif Billstedt Horn, à cet emplacement même avait existé une structure commémorative pendant le Troisième Reich, possiblement démolie après la fin de la guerre. Pendant des décennies, la zone a fonctionné comme un terrain de sport sans incident. Au fil du temps, la végétation et la terre ont recouvert complètement les restes de la base, qui est restée cachée sous la pelouse où des centaines de matchs ont été célébrés sans savoir ce qui se trouvait en dessous. Ce n'est qu'en enlevant le terrain avec des machines profondes qu'il a été possible de révéler l'existence de la structure. Le problème technique a surgi presque immédiatement. La base de béton était trop grande et trop lourde pour être retirée par les moyens disponibles sur le chantier. La pelleteuse utilisée sur le site n'avait pas la capacité de la soulever sans risque de fracture structurelle ou d'accident de travail. Face à cette situation, les autorités locales ont opté pour une solution pratique.
casser le bloc avec des marteaux-piqueurs et l'extraire par sections plus petites. La décision n'a pas tardé à générer des commentaires dans la communauté. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un monument visible, le fait que la croix gammée ait été là pendant des décennies sans être détectée a éveillé l'intérêt des médias et du public. Certains voisins se souvenaient vaguement d'histoires transmises par les générations plus âgées, liées à l'existence de symboles du régime dans cette zone pendant la guerre. Mais personne n'avait imaginé que le symbole principal de l'appareil nazi était encore enterré sous un espace récréatif. Les rapports de presse ont identifié la découverte comme un vestige du culte architectural du Troisième Reich. Les autorités n'ont trouvé aucune inscription ni plaque apposée sur le bloc, ce qui a confirmé qu'il s'agissait uniquement du support d'une sculpture ou d'un symbole plus grand qui fut démonté. Malgré sa taille, la croix gammée de béton n'était qu'une base structurelle, pas un objet ayant une valeur artistique ou historique à préserver. C'est pourquoi sa destruction et son élimination furent autorisées sans nécessité de processus de restauration ou de conservation. Le contexte urbain dans lequel elle est apparue fut également pertinent. Hambourg fut l'une des villes les plus touchées par les bombardements alliés et beaucoup de ses symboles nazis furent détruits ou enlevés systématiquement après la guerre. Cependant, s'agissant d'un élément enterré dans un quartier périphérique, le bloc est passé inaperçu. Les cartes urbaines n'enregistraient pas de structures souterraines à cet endroit, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle le monument fut démantelé à la hâte après la guerre, ne laissant que sa base cachée. Du point de vue symbolique, la découverte a offert une image puissante. Sous un terrain utilisé par de jeunes sportifs pendant des décennies, gisait l'une des icônes les plus reconnaissables de la terreur étatique du XXe siècle. Le contraste entre la fonction actuelle de l'espace et son passé caché a provoqué des réactions mitigées. Certains considéraient qu'il était approprié d'éliminer complètement toute trace, tandis que d'autres plaidaient pour documenter plus en profondeur l'histoire du lieu avant de se débarrasser des restes. Les experts qui ont examiné le bloc ont constaté que sa construction suivait les modèles typiques du Troisième Reich, dimensions standardisées, symétrie précise et utilisation de béton armé de haute densité. Bien que le symbole ait été détruit en surface, la base est restée intacte comme un témoignage souterrain de la persistance de certains éléments idéologiques, même dans des espaces qui symbolisent aujourd'hui le contraire, le sport, la communauté et la vie quotidienne. Après son enlèvement, aucune plaque ne fut installée ni aucune trace visible de la découverte laissée sur le lieu. Le terrain fut restauré et les travaux d'agrandissement ont continué comme prévu. Cependant, la documentation du fait fut enregistrée par les médias locaux, les agences internationales et les archives numériques. Des photographies aériennes montraient clairement la forme du symbole avant sa destruction, ce qui a fait de la découverte une référence immédiate dans les discussions sur les traces matérielles du nazisme dans la vie contemporaine. L'affaire a également ravivé le débat sur la manière de gérer l'héritage architectural du Troisième Reich. Alors que certains bâtiments ont été convertis en musées ou en centres de documentation, d'autres ont été démolis ou effacés de l'espace urbain sans laisser de traces. La ligne entre mémoire historique et glorification symbolique reste un sujet de discussion, surtout lorsque les vestiges apparaissent dans des espaces publics destinés à des fonctions civiques. Le refuge nazi découvert dans une maison de Guernesey. Dans la paroisse de Torteval, à l'ouest de l'île de Guernesey, un couple a découvert quelque chose d'inattendu sous le jardin de leur maison. Sean et Caroline Tullier, résidents locaux, avaient entendu d'anciennes rumeurs selon lesquelles leur propriété, située sur une colline surplombant la mer, cachait des secrets de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2016, en effectuant des travaux pour paver l'accès à leur habitation, le sol a légèrement cédé et a révélé une structure de béton recouverte de terre et de broussailles. Après des inspections préliminaires et quelques fouilles avec de la machinerie légère, une entrée a été ouverte qui menait à un couloir étroit et à 2 pièces souterraines. Les murs, revêtus de béton armé, étaient tachés par l'humidité, mais conservèrent des inscriptions en allemand clairement visibles. L'une d'elles disait « Achtung, Feind hört mit » « Attention, l'ennemi écoute », une phrase typique de l'appareil de surveillance nazi. Le refuge était resté fermé depuis les années 60, lorsqu'il fut recouvert après la vente du terrain. Les pièces du bunker, d'environ 4 mètres de côté, avaient des sols carrelés originaux et une petite trappe supérieure pour l'évasion. L'une des chambres comportait un point de tir, connu sous le nom de « rifle point », une ouverture dissimulée depuis la surface. L'intérieur contenait des restes de bouteilles en verre,
des boîtes de conserve et des fragments métalliques corrodés, tous datés entre 1943 et 1945. Les archéologues ont déterminé qu'il s'agissait d'un poste d'observation et de défense construit par l'armée allemande dans le cadre du système de fortification côtière du mur de l'Atlantique. Guernesey, ainsi que Jersey et d'autres îles de la Manche, fut occupée par l'Allemagne entre 1940 et 1945. Ce fut le seul territoire britannique sous contrôle nazi. Hitler ordonna de fortifier ces îles comme si elles faisaient partie du continent européen, et des centaines de bunkers, de tunnels et de batteries côtières furent construits. La région de Torteval, en raison de sa position élevée et de sa visibilité stratégique, abrita plusieurs emplacements militaires. La découverte des Tuiliers n'apparaissait pas sur les cartes officielles de l'après-guerre, ce qui indiquait qu'il s'agissait d'une structure secondaire ou intentionnellement cachée. Torteval fut une zone densément fortifiée pendant l'occupation allemande. Le refuge trouvé à proximité coïncide en conception et en emplacement avec d'autres structures destinées aux observateurs et aux opérateurs radio. Ses dimensions réduites, l'absence de ventilation forcée et un système d'évasion rudimentaire indiquent qu'il était préparé pour des séjours brefs et une dissimulation temporaire. Aucune arme ni vestige d'uniforme n'a été trouvée, mais bien une structure métallique fracturée qui aurait soutenu l'équipement de communication. L'ensemble était semi-enterré, sans marques extérieures évidentes. L'enquête a déterminé que le refuge fut scellé de manière délibérée après le retrait allemand. Certains blocs de ciment à côté de l'entrée étaient placés de manière systématique et des restes de chaux appliqués pour effacer le contour visible de la trappe furent détectés. Ce type de dissimulation répondait à une pratique fréquente dans les dernières étapes du conflit, lorsque les unités allemandes démantelaient ou camouflaient des positions stratégiques face à l'avancée des forces alliées. Ce qui est resté fut une capsule de béton incrustée dans le paysage, chargée de fonctions et de silence. La découverte a suscité l'intérêt des médias locaux et des historiens de l'occupation. Contrairement à d'autres sites militarisés qui furent ouverts au public dans le cadre du circuit touristique, ce refuge était resté intact et oublié pendant plus de 70 ans. Son état de conservation, la présence d'inscriptions originales et son caractère domestique en ont fait un cas exceptionnel. Le fait qu'il se trouve sous une habitation familiale a renforcé l'image d'une guerre enterrée juste sous la surface de la vie quotidienne. Les autorités insulaires, après inspection de sécurité, ont permis l'étude archéologique du lieu pendant plusieurs semaines. Le refuge fut documenté, photographié et partiellement scanné en 3D. Certains objets, comme les bouteilles et les fragments métalliques, furent emmenés au musée militaire de Guernesey pour leur conservation. Le couple décida de maintenir l'entrée scellée après l'étude, bien qu'avec possibilité de restauration future. Ce cas a révélé comment, même dans des zones densément documentées comme Guernesey, peuvent exister des vestiges non enregistrés de l'occupation nazie. Beaucoup de bunkers furent démolis, recouverts ou réutilisés comme entrepôts ou abris agricoles. Mais d'autres restèrent oubliés sous des jardins, des hangars ou des terrains privés. L'apparition de ce refuge à Torteval a confirmé l'hypothèse des historiens qui soupçonnaient un réseau secondaire de refuges mineurs, non représentés sur les cartes officielles pour des raisons tactiques ou pour avoir été construits sans autorisation formelle. Bien que sans valeur militaire actuelle, le refuge apporte des informations sur les habitudes défensives de l'occupant et son rapport avec l'environnement civil. La phrase allemande écrite sur le mur reflète le climat de surveillance et de paranoïa qui imprégnait même les points périphériques de l'occupation. L'organisation des espaces, le choix des matériaux et la disposition du point de tir révèlent une logique défensive obsessionnelle, même dans des refuges de petite taille. Aujourd'hui, le lieu reste caché sous terre, sans signalisation extérieure. Pour les experts qui y ont accédé, il constitue un rappel tangible de la manière dont la guerre s'est incrustée dans le paysage quotidien, loin de l'héroïsme ou de la tragédie collective, par la persistance du béton armé, les signes de surveillance et les espaces étroits conçus pour résister à un moment d'effondrement. Le bunker de Torteval ne racontait pas une grande bataille, mais parlait de la peur structurée, du contrôle silencieux et de l'attente souterraine face à un ennemi qui pouvait arriver à tout moment. L'archive Kreuger, document nazi caché dans une ferme. Dans un village éloigné du sud de la Bavière, où les chemins de terre séparent les champs de pâturage et les vieilles étables, un agriculteur a heurté quelque chose de métallique en creusant avec une pelle.
Il a pensé que c'était une vieille pièce du système d'irrigation, mais en retirant la terre, il a découvert une boîte rectangulaire, recouverte de couches de toile et de cuir traité. À l'intérieur se trouvait une collection méticuleuse de documents officiels du Troisième Reich, listes, cartes, timbres, permis, directives régionales et papiers administratifs scellés. La découverte a eu lieu en 1986, mais l'analyse complète a pris des années. La boîte avait été enterrée avec précision, comme si son contenu devait survivre intact au passage du temps. Au lieu de noms connus ou de références à des batailles, les documents détaillaient des recensements locaux, la réorganisation des districts, le contrôle des fournitures agricoles, la liste des fonctionnaires et des mécanismes de gestion territoriale. Des timbres d'organismes peu connus, comme le Bureau de réorganisation régionale du Sud-Est, et des documents qui projetaient des changements structurels dans l'administration du sud de l'Allemagne jusqu'à 1950, y figuraient. C'étaient des pièces actives dans une logique bureaucratique qui visait à s'étendre au-delà de la fin de la guerre. Un des formulaires de transport incluait le nom de Wilhelm Kröger, un fonctionnaire intermédiaire de l'appareil de planification territoriale. Les registres historiques indiquent qu'il a disparu en avril de 1945, juste au moment où les forces alliées avançaient vers la Bavière. Il est présumé qu'il a lui-même transféré les documents de son bureau à cette ferme, les cachant dans l'intention qu'ils soient utiles plus tard. Il n'y a aucune preuve qu'il soit revenu, ni que quelqu'un d'autre ait su l'existence de l'archive. Le matériel était organisé de manière systématique, avec des index internes, des catégories par district et des dates de validité. Plusieurs experts en histoire administrative ont convenu que l'ensemble fut conçu pour remplir une fonction spécifique. C'était une archive opérationnelle, conçue pour faciliter la réactivation d'un gouvernement local ou régional au cas où un nouvel ordre se produirait. Parmi les papiers, il y avait des duplicata en papier carbone, des permis valides, des formulaires vierges, des cachets secs et des formulaires encore à remplir. C'était un dispositif technique préparé pour être utilisé immédiatement si les circonstances le permettaient. Une carte manuscrite incluait des annotations sur d'autres points ruraux où, apparemment, des matériels similaires avaient été stockés, timbres, carburants, formulaires et listes de personnel. Aucune preuve de la découverte de ces autres lieux n'a été trouvée. Cette carte, ainsi que des listes de professeurs, de vétérinaires et d'employés publics classés selon des niveaux de fiabilité idéologique, révélaient une tentative concrète de préserver un réseau minimal de contrôle territorial. C'était une base de gouvernance civile clandestine. Des lettres dactylographiées sans expéditeur furent également trouvées, avec des références à l'idée de maintenir la forme de l'ordre, même si sa structure visible s'effondrait. Des phrases comme « Si le matériel se fragmente, la forme attend » suggèrent une mentalité bureaucratique qui opérait au-delà de la victoire ou de la défaite. Ces notes, bien qu'impersonnelles, avaient un ton calculé, technique, froid. Le langage transmettait la gestion, le contrôle, l'archivage, la continuité. L'Institut d'histoire contemporaine de Munich a finalement accédé aux documents après avoir surmonté plusieurs restrictions légales. Son évaluation a confirmé que beaucoup des papiers étaient des versions fonctionnelles de formats officiels du NSDAP, certains mis à jour quelques jours avant l'effondrement final. Les timbres étaient authentiques, le papier à en-tête était de fabrication officielle, et plusieurs des formats coïncidaient avec ceux utilisés dans les bureaux régionaux en Franconie et dans le Haut-Palatinat. Tout indiquait qu'il s'agissait d'une tentative technique de sauvegarder une cellule administrative face à l'effondrement du régime central. L'un des passages les plus révélateurs de la découverte fut une liste de fonctionnaires qualifiés par leur niveau de loyauté. Les noms étaient accompagnés de codes alphanumériques qui indiquaient leur degré d'engagement idéologique, leur disponibilité au transfert et leurs connexions familiales utiles. La logique de la liste répondait à une planification opérationnelle, savoir à qui faire appel si une administration minimale de services était réactivée. Cela comprenait des employés des postes, des curés, des responsables de gares rurales et des distributeurs de machinerie. Pendant la révision, les chercheurs ont trouvé un groupe de documents intitulé « Cycle de redistribution de biens ruraux » qui incluait des règles internes pour le transfert de machines entre fermes, le contrôle des récoltes et des instructions sur les paiements en nature. Des registres de propriétés expropriées et des plans pour subdiviser des terrains de valeur stratégique apparaissaient également.
Cette partie de l'archive montrait une administration qui continuait de fonctionner même dans sa phase finale, élaborant des mesures de contrôle et d'assignation comme si la guerre interrompait sa planification. Le lieu de la découverte, une ancienne ferme louée pendant le conflit à un technicien lié au ministère de l'Intérieur nazi, fut utilisé pendant des années comme entrepôt agricole. La structure où se trouvait la boîte avait été réutilisée après la guerre comme dépôt de fumier, ce qui explique comment elle est restée intacte sans être détectée pendant des décennies. Ce n'est que lorsque la terre fut complètement enlevée lors des travaux de nettoyage que la cachette fut révélée. La boîte fut envoyée ultérieurement aux archives régionales de Bavière et cataloguée comme « collection Kreuger ». Bien que le nom du fonctionnaire figurait à peine dans les documents, son inclusion a permis de regrouper et de conserver l'ensemble sous une dénomination spécifique. C'était, avant tout, un dispositif administratif, un exemple de la manière dont le pouvoir se reproduisait à partir de l'ordre documentaire. La singularité du cas réside dans son contenu et son format. Alors que beaucoup d'autres découvertes liées au Troisième Reich tournent autour d'armes, de symboles ou de vestiges architecturaux, cette boîte représente le squelette invisible du système. L'objectif était de maintenir vivant un réseau de contrôle territorial, prêt à réapparaître si l'occasion se présentait. Les spécialistes soulignent que ces découvertes documentaires, bien que moins spectaculaires visuellement, sont plus révélatrices pour comprendre la logique du nazisme tardif. La machinerie de contrôle dépendait du papier, de l'archivage et de la classification. Même dans sa fin la plus chaotique, le régime a tenté de conserver le principe de l'ordre formel. Cette archive est une preuve tangible de cette tentative. Aujourd'hui, les documents reposent dans une vitrine sans décoration spéciale. Il n'y a ni étendard ni objet cérémoniel, seulement des papiers, des timbres, des cartes et des formulaires. Ce qui fut autrefois un engrenage préparé à tourner à nouveau reste immobile, mais son existence seule démontre qu'il y en a eu qui pensaient que le papier pouvait attendre sous terre, guettant les conditions pour être relu. Chaque découverte démontre que le nazisme a étendu son pouvoir au-delà des batailles, cachant des armes, des symboles et des documents dans des refuges et des coffres. Ces restes enterrés mettent en évidence une stratégie de permanence qui a survécu à l'effondrement du régime. En réapparaissant, il rappelle que la guerre a laissé des cicatrices qui émergent encore du sous-sol et que la mémoire peut ressurgir dans n'importe quel coin inattendu.